Chaque année, depuis que j'ai débuté la course à pied, je fais la coupure annuelle durant la même période, à savoir entre novembre et décembre. C'est plus facile parce qu'à cette période, je suis plus détendu, l'esprit est presque en vacances, les journées sont plus courtes, il fait froid et on préfère les repas entre amis que de faire les intervalles sur les pentes bien sèches. La coupure fait autant de bien au corps qu'à la tête. Mais attention, au-delà de 2 semaines d'inactivité totale, la reprise nécessitera plus de temps et d'efforts qu'on peut le penser. Et oui, malheureusement, notre corps est comme ça. Il est paresseux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discutons avec Christophe de cette fameuse coupure annuelle et on verra que le moment de cette coupure peut avoir une grande incidence sur le reste de notre saison. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, elles vont te découvrir prochainement dans un premier épisode où j'ai eu le plaisir de t'inviter l'année passée avec ta femme Madeleine. Est-ce que tu pourrais décliner ton identité ? Moi, je m'appelle Christophe Siffert, je suis physiothérapeute du sport et puis coach sportif par la même occasion. Et physiothérapeute, ça fait maintenant 20 ans que j'exerce. J'ai commencé par des équipes nationales de foot et puis avec le temps, je suis arrivé à la course à pied puis au trail parce que j'en pratique moi-même. Donc voilà où j'en suis maintenant. Puis le coaching, c'était pour donner une carte ou une arbalète, une flèche de plus à mon arc pour pouvoir mieux guider mes patients. Donc d'un côté, il y a l'aspect de la rééducation, mais après c'était comment les guider jusqu'au retour au sport. Le coaching, c'était là que ça devenait intéressant parce qu'il fallait partir là-dedans. Et puis c'est là que tout est parti comme ça. Trail Academy aussi est arrivé par là, en même temps. Donc tu avais enfin l'occasion de prendre en charge les blessés, de les remettre sur pied, de les accompagner, histoire de faire en sorte qu'ils ne se blessent pas après. Exactement, c'est ça. Voilà. Ça marche pas toujours. Ouais, ça marche pas toujours, exactement. Tu as parlé de football, t'en as fait étant plus jeune ou pas forcément ? Oui. Alors, j'ai commencé par faire du foot et du ski en compétition, donc jusque l'âge de 18 ans environ. Et puis après, j'ai fait mes études de physio, donc j'ai arrêté tout simplement autant le foot que le ski. Et puis en faisant ça, donc c'était la physio qui m'a amené, qui m'a remis dans le sport. J'ai vu qu'en faisant la physio, on pouvait justement aider les sportifs que j'étais au départ. Et puis c'est ça qui m'a permis de rester dans le milieu du sport. Enfin, c'était mon rêve de pouvoir faire ça. Ouais. Si on devait faire une anamnèse générale de tous les sportifs qui viennent te voir, pourquoi est-ce qu'ils se blessent ? Bon, il y a là d'abord l'accident, où là c'est malheureusement la faute à pas de chance, d'accord ? Mais après, tout ce qui n'est pas des blessures par accident, c'est souvent du trop. Donc ils s'entraînent trop, ils vont trop vite, et puis ils n'ont pas le temps, donc ils ne veulent pas s'arrêter. Donc toujours trop. Ça c'est, je pense, le mot qu'on peut retenir. Trop vite. Trop vite. La maladie du siècle. La maladie du siècle, exactement. Tu pratiques, tu as dit, donc tu t'es lancé dans le trail, je dirais même dans l'ultra, donc tu affectionnes les longues distances. D'ailleurs, dans une semaine, tu t'apprêtes à prendre part à la Transgrande Canaria, c'est juste ? C'est juste, oui. C'est une course de 110-115 km ? Un petit peu plus, 126 kg. Après, on n'est plus à 5 km près à ce moment-là, mais 126 kg, exactement. Puis pour un dénivelé de 7000 mètres en positif. Voilà. Oh purée. Ah, ça envoie quand même. Ça envoie. Ah, c'est clair. Donc, ça implique quand même que si tu as une semaine d'une compétition, ça implique que tu as fait une préparation. Si tu nous parles de la préparation, tu t'y es pris quand ?
Tu as commencé par quoi? Par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par me reposer à la fin de la saison. D'accord? Donc on a terminé notre saison, on va dire en septembre, plus ou moins. Et puis là, on a pris un gros mois de pause où on a tout fait comme activité, sauf de la course à pied. On est allé faire du vélo, de la marche, on nageait, on est aussi parti en vacances, enfin, pour vraiment faire que notre corps se repose au maximum. Et puis que quand on allait reprendre les entraînements, un mois après, donc on va dire en octobre, eh bien qu'on est fin de course à pied. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on est parti. Et puis chaque semaine, donc on a commencé une première semaine. Donc l'idée c'était, comme on allait faire cette course de 120 km avec tous dénivelés, on s'est dit qu'on va faire par semaine, si possible, la distance de la course, en faisant 2 entraînements par jour. Alors c'est clair que la première semaine, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas commencer directement à 180 km sur la première semaine. Alors on est parti par tous les jours, deux fois par jour, des entraînements de 30 minutes. Et puis la semaine suivante, c'était 35, 40, 45, 50, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une semaine choc, où on est parti justement en vacances sportives pour faire la reconnaissance du parcours et puis en même temps faire du dénivelé et tout ça. Puis c'est là qu'on a fait le gros volume. Et puis à partir de cette phase-là, on a recommencé à descendre un petit peu plus légèrement pour que maintenant, donc on a une semaine, mais ça veut dire qu'on a déjà la semaine précédente, on avait déjà fait de l'affûtage, c'est-à-dire qu'on a réduit totalement notre volume de moitié pour garder plus que l'aspect qualitatif, donc la vitesse ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que tu as fait un rétro-planning. La date de la course, elle était connue quand même il y a suffisamment de temps. Donc tu as dû faire un rétro-planning pour que chaque semaine, en augmentant le kilométrage de 5 à 10 km par semaine, tu arrives quand même à ton volume clé. Oui, c'est exactement. Donc on est parti du jour de la course et puis on a fait le plan à l'envers, exactement. Ah, ça marche très bien. Et puis après ce fameux mois où vous avez fait tout sauf courir, c'est quoi qui vous a remis en appétit pour repartir? Déjà l'objectif, le fait de savoir qu'on allait affronter cette course, donc ça nous a donné de la motivation, de se documenter sur la course, donc voir un peu le profil, regarder où c'est, donc s'intéresser à la culture de là où on va aller, qu'est-ce qu'il y a, un peu tout, boire, manger, qu'est-ce qu'on peut visiter, enfin tout ça. Puis ça donne de plus en plus envie, donc on a envie d'aller, donc on est allé voir, ça décuple cette motivation, parce que tu vois les parcours, le paysage, parce que pendant la course, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas vraiment le temps de profiter du paysage, on est quand même la tête dans le guidon, et puis il y a la fatigue qui fait que sortir son téléphone pour faire une photo, ça devient à la fin quand même fatigant. Donc on essaye de préserver nos forces comme ça, puis toutes les photos et toutes les belles images, on les a gardées pendant la préparation. Il y a un côté très scientifique dans ta préparation, donc analyser la culture, en fait, il y a l'objectif, mais il y a aussi la destination et tout ce qui l'entoure. Donc c'est comme ça que vous sélectionnez les courses auxquelles vous participez? Non, pas tout le temps, mais parce que là on avait déjà été une fois aux Canaries, parce que notre fille avait un entraînement là-bas, et puis on a trouvé sympa, puis en regardant à travers, on a dit ah mais là il y a un ultra trail, et puis du coup on a regardé quand est-ce qu'il serait possible de le faire dans notre planning, et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mais après puis le but c'est aussi de s'imprégner de là où on va, comme ça on s'est aussi même mis un peu à l'espagnol pour essayer de communiquer avec les gens, des trucs comme ça voilà. Mais on fait pas tout le temps comme ça, hein. Ouais. De toute façon, tu vas communiquer la plupart du temps en anglais avec les gens que tu côtoies. Si maintenant on avance en accéléré, donc on va se projeter dans une semaine et demie, la course sera terminée, ça sera bien passé, vous en aurez pris plein la vue, ça sera difficile j'espère quand même, parce que finalement on retient quand même ce qui est difficile, pas ce qui est facile. Il se passera quoi après? Après, on va rester là-bas, donc il va se passer qu'on va surtout se reposer, d'accord? Donc, de nouveau, ne rien faire. Donc, tout sauf la course à pied. Donc, ça peut être de la marche. On va faire du vrai tourisme cette fois.
visiter l'île, se baigner, manger, enfin, récupérer au maximum pour que de nouveau l'envie de la course à pied, elle revienne. Puis si on a des petits bobos, ben on les soignera. Mais d'abord, priorité au repos. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans des courses comme ça, c'est que physiquement on est marqué, mais il y a une autre chose qu'on oublie, c'est la tête. On est mentalement épuisé. Ça veut dire que dès qu'on doit faire une activité quelconque, eh bien la tête, elle n'a juste pas envie de le faire. Puis tant que la tête, elle n'a pas envie de le faire, ça veut dire qu'on est fatigué mentalement, donc on a meilleur temps de rester tranquille. D'ailleurs, j'ai expérimenté cette fameuse phase où la tête, elle a envie de tout faire sauf la course à pied. C'était en voulant enchaîner 2 plans d'entraînement successifs il y a bien quelques années, après un 10 km, donc enchaîné pour un trail. 10 km, c'était en mars. Le trail, c'était un marathon de trail, en plus, le Village Ultrax. C'était en 2021, je crois. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir enchaîner à la fin, mécaniquement, comme un robot. Et puis, en fait, j'ai fait, je crois, 0 entraînement d'intensité, j'ai fait 0 entraînement dénivelé, puis je suis allé à l'arrache parce que j'arrivais juste pas à me reprojeter directement après. C'est ça. Puis c'est pour ça que c'est super important de prendre le temps de se reposer entre chaque course. Et puis ça dépendra de tout le monde. Nous, c'est des ultras, donc peut-être qu'après 2 semaines, on aura déjà envie de recourir. Mais pour quelqu'un qui débute la course à pied, il lui faudra quand même un certain temps pour qu'il recommence à courir et puis il ne pourra pas aller juste courir comme ça, ce sera déjà même un effort, donc il devra peut-être alterner marche, course ou bien peut-être faire du vélo ou une autre activité qui lui donne du plaisir parce que la course à pied, malgré tout, ça sera un frein. Il faut l'expérimenter, il n'y a pas de miracle, mais tu l'as expérimenté, donc tu as vu. Mais c'est ça, souvent, on se dit « Ah, mais c'est bien, on a des belles jambes, on a des bonnes jambes, on va bien. » Et puis d'un coup, après, 2 minutes après, tu n'as plus de jus dans tes jambes, elles sont coupées, alors que tu viens de partir, ça fait peut-être 10 minutes que tu es parti. Tu as mis les pieds dedans, tu as sauté les pieds joints dans le thème de l'épisode du jour, donc cette fameuse coupure à l'issue d'une course. Là, on est encore en hiver, alors même si l'hiver il a été très très discret cette année, la plupart des gens, je me considère comme faisant partie de la plupart des gens, on est encore en coupure ou alors on est en train de sortir de cette fameuse coupure annuelle. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, elle a quand même plusieurs vertus. Elle a déjà la vertu de pouvoir permettre de se reposer physiquement, parce qu'effectivement, on n'est pas des robots. Et en fonction de notre historique de la course à pied, on ne va pas digérer l'effort de la même manière. Exactement. Et puis surtout que le plaisir revienne. Donc on doit avoir envie de courir et puis pour avancer. Et puis ce qui est important aussi, donc la coupure est là pour ça, se reposer. Mais ce qui est important, pour repartir, il faut un objectif. Si tu n'as pas un nouvel objectif, ça va être difficile aussi parce que tu vas courir sans but. Et puis c'est là qu'aussi tu vas tout faire mais rien de bien. Donc c'est important pendant cette coupure, c'est peut-être là le moment de réfléchir à sa prochaine saison. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux franchir une étape plus importante ou réfléchir à ce qui s'est passé durant la saison précédente, l'analyser, les points forts, les points faibles, et puis fixer ton nouvel objectif pour la saison suivante. Puis une fois que tu as ça, tu prépares ton plan en mettant en œuvre, en travaillant soit les points forts que tu veux améliorer ou en essayant de gommer les points faibles que tu as. Et si je me dis, moi je suis à fond course à pied et trail, je pense que partir le trail, plus mes enfants vont grandir, plus je vais augmenter la distance. Si je me dis, je vais faire une coupure, est-ce que les activités que je vais choisir, il faut qu'elles soient quand même plus ou moins liées avec le trail ou je peux vraiment faire n'importe quoi? Personnellement, tu peux faire ce que tu veux. L'idée, c'est qu'il y ait du plaisir, d'accord? Alors, c'est clair qu'après, si on prend le trail, ultra trail, il y aura toujours du dénivelé. Donc, c'est quand même bien de quand même avoir peut-être un petit peu de dénivelé. Mais tu peux le compenser par d'autres activités en faisant peut-être du renforcement musculaire ou de la musculation pour préparer justement tes jambes, ton corps à supporter des futures contraintes plus tard. Donc la coupure, elle est là aussi. Donc faire du renforcement au début de ta préparation, ça va t'aider pour la suite.
Après les activités, moi je dis tant que tu as du plaisir à faire, c'est bon. Et là, je pose la question qui, moi, me fait plus flipper, et peut-être c'est aussi une source de motivation pour certaines personnes, c'est la régression. À partir de combien de temps de pause est-ce qu'il faut qu'on commence à se dire hey, Coco, t'es en train de... C'est plus de la récupération, là, t'es en train de tout perdre. C'est quoi finalement qui doit déclencher? Parce que si le plaisir il vient pas, au bout d'un moment, on doit quand même se remettre dedans. Donc la régression, c'est à partir de combien de temps où il faut commencer à se méfier? Alors je te retourne la question, tu penserais que c'est à partir de combien de temps? Parce que c'est ça qu'il faut que les personnes sachent. Je le dirai après, mais là il faut que tu... Alors, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que j'ai rarement fait plus qu'un mois de coupure. Ouais. Parce qu'après, effectivement, j'ai l'impression de me perdre et puis vraiment ouais, de plus être dedans. J'ai vraiment l'impression que je suis plus dedans après un mois. Ben, déjà, normalement, après 2 semaines, tu as quasiment perdu tous tes acquis. Donc, si tu arrêtes, tu fais rien pendant 2 semaines, tu peux recommencer ton plan à zéro. Normalement. Après, parce que si tu es sportif dans l'âme, tu vas pas rien faire. Tu vas justement faire d'autres activités, tu vas marcher, tu vas faire du vélo, mais tu vas maintenir, l'essentiel c'est quand même ton endurance fondamentale avec d'autres activités. Mais ça va être des activités qui sont non fatigantes, qui vont te permettre de te régénérer. Mais après ces 2 semaines-là, il faut se remettre au travail, parce que sinon tu vas trop perdre et tu vas prendre du retard aussi dans ta préparation, ou alors tu vas devoir compter plus de temps pour y arriver. Donc c'est ça qui est aussi important. Donc on parlerait dans ce moment-là, donc vraiment 2 semaines où tu peux ne rien foutre, on va dire, mais après tu dois recommencer à démarrer. Ah, c'est chaud quand même, 2 semaines. 2 semaines, c'est chaud. Ouais. Ok, je suis très content qu'après un mois, je me dise quand même là, il faut y aller. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de coupure d'un mois, mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc ça veut dire finalement, alors, on est condamné à bouger pour ne pas régresser, mais du coup pour quelqu'un qui court juste pour courir, comment trouver... Alors déjà si tu cours juste pour courir, peut-être tu vas pas faire de coupure, mais pour quelqu'un qui court en se disant ok, je commence ma première saison, je l'ai fini l'année passée en décembre, et je vais reprendre en janvier. Je commence par quoi? Si j'ai envie de faire les choses différemment et pas de m'ennuyer et d'arrêter après fin février, parce que je me dis finalement c'est chiant, je connais déjà tout. Par quoi recommencer? J'irais peut-être simplement aller dehors, marcher, courir, simplement ça. Et puis le temps de course doit augmenter. Donc tu cours un petit moment, disons 5 minutes, sans être essoufflé. Après 1 minute, tu marches et tu répètes ça. Ça s'est bien passé. Le surlendemain, tu remets ça, et ainsi de suite. L'idée, c'est aussi d'être régulier. Et puis, garder cette régularité. Si tu cours 1 fois par semaine, ça ne va pas le faire. Par contre, si tu cours 3 fois par semaine, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre ton objectif et d'avoir cette régularité qui va te permettre de progresser. Mais tu es obligé de commencer par, disons, si c'est quelqu'un qui est habitué à courir 35 minutes, 45 minutes, mais quelqu'un qui débute, il doit commencer peut-être par 10, 12 minutes de course. C'est déjà suffisant pour lui. Wow. Je me vois comme un hamster sur la roue qui tourne continuellement. Ouais. Avant, tu disais que la coupure annuelle, c'est le moment idéal pour réfléchir aux objectifs, à ce qu'on va faire de son année. Ça serait quoi les critères principaux qu'il faudrait mettre sur la balance quand justement tu fais ton planning annuel des courses auxquelles tu aimerais participer? Alors la première chose déjà, c'est de ne pas vouloir tout faire, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis prioriser les courses. Et puis, donc, si admettons, pour nous, c'était donc l'Ultra Trail des Grandes Canaries au mois de février. Donc, du coup, on n'avait pas fait de course avant pendant l'hiver, parce qu'une fois, il n'y en avait pas. Et puis, on m'en voulait pas. Et puis, du coup, alors, tu dois après choisir des mini-courses avant. Donc, si c'est l'objectif final, eh bien, on va dire que dans la préparation, tu peux peut-être choisir 2 voire 3 courses maximales. Ça ferait 4 avec l'objectif final pour un ultra. Si on fait des plus petites courses, on peut en faire beaucoup plus. Et puis là, la dernière course qu'on se permettrait de faire,
ça serait un mois avant l'objectif final pour qu'on puisse récupérer et remettre un mini-cycle derrière. Et puis autrement, après, c'est des courses progressives. Donc peut-être on peut commencer par 50 km, 70, et puis 100 des choses comme ça. Il faut un peu qu'il y ait une progression dans le temps. Donc c'est un peu ça l'idée. Ensuite, il faut aussi regarder pas qu'elles se ressemblent, mais qu'elles aient, chacune va nous amener une expérience supplémentaire pour la course finale. Donc on peut tester soit aussi le matériel, on peut tester la nutrition. Donc en fait, toutes les courses qu'on va faire en amont, ça va être des courses qui sont là pour, un, s'imprégner au phénomène de la course, mais deux, ça sera surtout pour tester des stratégies, du matériel, des trucs comme ça, pour que le jour de la course, en fait, il n'y ait pas d'inconnu. Donc c'est un peu ça. Et puis, voilà. Au niveau des objectifs qu'on peut se fixer dans l'année, donc j'imagine que c'est peut-être aussi une question d'expérience, parce que quand tu débutes la course à pied, tu ne vas pas te fixer comme objectif de courir 4 marathons dans la même année. Alors, je ne suis même pas persuadé que tu arrives à tous les retrouver, en tout cas proche de chez toi. Mais là, on en vient au fameux pic de forme. Pour quelqu'un qui débute la course à pied, qui est dans ses 2 premières années, déjà, alors, si tu pouvais nous faire une petite intro au pic de forme et ensuite nous dire peut-être combien de pics de forme est-ce qu'il est raisonnable d'espérer atteindre chaque année? Oui. Alors le pic de forme, c'est compliqué à atteindre, mais en fait, normalement, on espère, quand on guide ou on coach quelqu'un, c'est que la personne soit en forme le jour J de sa course. Et puis ça, c'est super délicat à calculer, mais ça arrive quand même souvent qu'on est en plein dedans. Et puis après, il peut y avoir des erreurs, mais ça vient des erreurs d'entraînement. Soit on a été trop dur dans certains moments ou autres. Mais voilà, donc l'idée c'est d'être prêt le jour J. Et puis pour ça, eh bien, il faut suivre des cycles d'entraînement de progressifs, donc de la semaine 1 à 4, et puis avec toujours des semaines de récupération entre deux. Donc si on veut, on peut donner qu'un cycle vaut 4 semaines. Donc les 3 premières semaines vont être des progressions, donc de la préparation physique, on va dire tout à fait normale, où pendant 3 semaines, on va augmenter la charge progressive, et la 4e semaine, on va se faire une petite pause de récupération, mais tout en étant actif. Le 2e mois, eh bien, on va partir sur un 2e cycle de nouveau, qui va repartir avec 3 semaines de progression, plus une semaine de récupération. Et puis après, on pourrait rajouter une 3e semaine, un 3e bloc, où là, on serait beaucoup plus spécifique, où là, on va travailler vraiment tout ce qui est qualité par rapport à la course, ou des choses comme ça, des allures différents, des trucs comme ça, avec de nouveau une semaine à la fin pour récupérer. Et puis, après, on part sur l'affûtage, qui vaudrait 2-3 semaines, ça dépend des personnes. Mais disons 2 semaines, c'est bien, où là, on coupe totalement le volume, et on garde plus que les entraînements qualitatifs pour que, idéalement, le jour J, on soit fin prêt. Wow. Ça, c'est sur le papier. Voilà, c'est ce que tu as dit. Après, il y a tout l'aspect, il faut s'entraîner. Donc, ça veut dire que chaque jour est un jour différent, où il y a des entraînements qui sont plus durs que d'autres. Il y a les aléas de la vie de tous les jours, donc la famille, le travail. Il faut tenir compte de tout ça pour puis garder la tête haute. Et puis quand on a des passages à vide, il faut toujours revenir sur ses bases, donc se rappeler pourquoi on s'entraîne. Et puis c'est là qu'on doit regarder dans l'ensemble et non pas se fixer sur aujourd'hui ça va pas, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Et puis notre objectif il est dans une semaine, dans un mois, donc no stress. Comment est-ce qu'on fait? Alors moi qui m'entraîne seul depuis quelques mois, depuis que je t'ai quitté pour voler de mes propres ailes, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est entre guillemets sur le droit chemin? Parce que alors il y a des gens qui seraient tentés de dire si ça fait pas mal c'est que c'est pas efficace. Moi j'ai arrêté de penser comme ça parce que si ça fait mal c'est que ça fait mal et c'est trop tard. Donc comment faire pour estimer qu'on est sur la bonne voie?
Oui, difficile, mais l'idée pour savoir si tu es sur la bonne voie, c'est que tu dois voir que tu progresses continuellement. Donc ton entraînement, il peut être difficile. Alors là, il t'aura fait mal parce que c'était un entraînement qui était dur. Mais le lendemain, tu es fatigué, tu as des courbatures. À la limite, c'est normal. Puis après, quand tu refais ton entraînement suivant, tu as les jambes un peu lourdes, mais tu vois que tu peux avancer. Et puis, ce qui est important, pour que tu vois que tu es sur le bon chemin, c'est qu'il faut se donner aussi ces moments de repos ou de récupération. Parce que si tu ne les fais pas, c'est là que tu vas te casser la gueule parce que tu vas accumuler de la fatigue qui va engendrer à long terme ou à moyen terme des blessures. Donc c'est vraiment durant ces blocs, quand on fait la 4e semaine, vulgairement dite, c'est là où il faut se reposer en étant beaucoup plus cool. Ou de nouveau, on peut faire d'autres activités que de la course à pied, éventuellement du vélo si on fait de la course. Qui restent des activités portantes quand même. Voilà. Et puis comme ça, tu restes dans les clous. Toi qui es du coup un expert et qui fait des longues distances et puis qui vient de nous dire que tu auras faim après un mois après ta course, qu'est-ce que tu nous prépares ou qu'est-ce que tu as dans les tuyaux pour cette année? Votre agenda, il est déjà figé ou pas encore? Non, l'agenda n'est pas figé, on a des idées mais qui ne sont pas du tout concrétisées parce qu'on attend encore un peu le planning de notre fille pour savoir où on va devoir aller la voir à gauche à droite. Puis en fonction de ça, on va placer nos entraînements. Alors il y a un truc quand même que j'ai en tête, ce serait l'Ultra Trail de l'Engadine, parce qu'on va quand même souvent par là-bas. On l'a déjà fait une fois, que ça s'est mal passé. Et du coup, comme j'aime pas m'arrêter sur des mauvaises choses, donc repartir pour les vaincre un peu le signe indien. Donc aller finir cette course, donc déjà un. Et puis après, on ne sait pas, envie de faire des cross triathlons aussi, vu qu'on fait de la natation pour récupérer, du vélo pour récupérer, puis de la course à pied. Donc on s'est dit, 3 en 1, pourquoi pas, mais là du coup on doit aussi gérer autrement la façon de s'entraîner. Donc là c'est autre chose. Mais là c'est des idées. Pour l'instant il n'y a rien de concret. L'objectif c'était la semaine prochaine, puis après on verra. Exactement. Il faudra que la fin revienne. Ouais, exactement, c'est ça. Donc je te souhaite un très bel appétit et puis Merci. J'espère que la course elle se passera très bien en tout cas. Les premières images que vous avez faites lors de la reconnaissance, elles font vraiment rêver. Ouais, non c'est vrai, ça fait vraiment rêver, c'est un beau paysage. On sait qu'on aura chaud, voire très chaud. Le terrain il est relativement technique. C'est pas du tout comme ici dans les Alpes suisses, c'est plutôt de la terre volcanique par endroits. On court sur des tronçons où c'est de la lave, alors dure bien sûr, pas chaude. Autrement c'est beaucoup comme s'il y a des petits gravillons donc ça veut dire que ça glisse tout le temps sous les pieds. Donc on n'a pas une bonne adhérence. Et puis autrement il y a du sable. Et l'autre truc où là ça va être super difficile, c'est qu'on va devoir courir sur 5 km dans un canyon. Et dans ce canyon, tu imagines que tu cours dans le lit de la Sarine asséchée. Et puis c'est 5 km comme ça. Ça va être une belle expérience quand même. Ah oui, non, c'est sûr. Ça, on se réjouit. En tout cas, le fait d'avoir été la reconnaître, ça nous a permis de ne pas avoir de surprise à ce niveau-là. Et comme ça, on sait exactement ce qu'on doit faire, à quel moment, et puis où se concentrer, quoi. Excellent. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle course et puis on se reparle très vite. Merci, ouais. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.